Il était presque minuit lorsque le groupe Perkins installa le campement, ramassant du petit bois et allumant un feu de camp dans un bosquet de chênes blancs cendrés. 4 amis fêtaient l'anniversaire de Nick Perkins, l'amateur de plein air qui avait proposé cette petite aventure. Si l'on peut qualifier d'aventure une expédition dans les terres glaciales du nord-est du Minnesota. Le groupe d'amis ne se considérait pas comme l'expédition Perkins. Les médias ont adopté ce terme après que la police a découvert ce qu'il en restait dans les jours et les semaines qui ont suivi. Peut-être une allusion subtile à la tragique expédition Donnée, un groupe tristement célèbre de pionniers américains qui, bloqués par la neige lors d'une migration à travers le pays, ont fini par recourir au cannibalisme. Ce qui a détruit le groupe Perkins, ce ne sont pas les conditions difficiles, la peur ou la faim. Ce qui a mis fin à leur vie était déjà dans le bosquet, les attendant. Et cela faisait très longtemps qu'il était là. Perkins et ses 3 amis, Ricky, Don et Harry, étaient assis autour du feu, mangeant des poignées de délicieux mélanges montagnards et buvant du café. Quoi de mieux dans les bois sombres que de se raconter des histoires de fantômes? Essayer de garder la tête hors de l'eau sur YouTube ressemble parfois à être piégé dans une forêt sombre du nord-est du Minnesota. Si vous voulez aider à garder la lumière allumée ici dans mon petit site de confinement privé, abonnez-vous à Dr Bob où nous n'avons jamais peur de plonger notre regard dans l'obscurité. Ricky est passé le premier, choisissant un vieux classique. Il a raconté l'histoire d'un couple qui s'embrassait dans une voiture sur Lover's Lane quand ils ont entendu un bruit étrange dehors. Après avoir entendu le flash d'information annonçant qu'un maniaque évadé avec un crochet à la place de la main était en liberté, ils ont décidé d'en rester là pour la soirée et de rentrer chez eux. Ce n'est qu'en sortant de la voiture que la jeune femme a aperçu un crochet rouillé sur la portière. Don est passé en second, choisissant une autre histoire d'horreur avec une voiture. Une jeune femme fait le plein dans une station-service, mais le pompiste lui dit que sa carte de crédit a été refusée et qu'elle doit entrer à l'intérieur. Elle résiste d'abord, puis cède lorsque le caissier menace d'appeler la police. Lorsqu'elle entre de nouveau dans le magasin, le caissier ferme la porte à clé et lui dit que ce qu'il a dit à propos de sa carte de crédit était un mensonge. En réalité, il a vu un homme entrer à l'arrière de sa voiture sur les images de vidéosurveillance. Harry fut le 3e à parler et choisit de rendre son histoire d'horreur plus domestique. L'histoire d'une babysitter qui couche les enfants et appelle les parents en disant « Tout se passe bien ici, mais est-ce que ça vous dérange si je mets un drap sur votre statue de clown? Elle me fait vraiment peur. » Seulement pour que les parents répondent « Prends les enfants et quitte la maison en courant. » Nous n'avons pas de statue de clown. Perkins, pour ne pas être en reste, esquissa un sourire en coin et attisa le feu avec un bâton. Il voyait la peur gagner ses compagnons. Les histoires de son ami étaient amusantes, mais toutes avaient un point commun. Elles étaient fausses. Les siennes? Eh bien, pas vraiment. Vous savez, si nous avons campé ici, ce n'est pas un hasard, dit Perkins, tentant d'être nonchalant comme tout bon conteur au coin du feu. La maison Corrill a brûlé à moins de 30 mètres d'ici, là où nous sommes assis. Aucun mot n'a été échangé. Ils se sont serrés pour se protéger du froid et ont fixé du regard. Il les avait exactement là où il le voulait. John Corrill a toujours été un reclus, mais à quel moment exactement il est devenu sataniste, ça reste un mystère, a-t-il dit. Il a grandi dans un village voisin, mais tous les habitants le craignaient. Comme s'il y avait une obscurité intérieure chez ce type qu'on ne pouvait pas voir, mais qu'on pouvait sentir émaner de lui si on s'approchait trop. Lorsque tout est devenu trop difficile, il a quitté la ville et est venu ici pour poursuivre son culte en privé. Il y eut un bruissement dans les arbres, sûrement juste le vent. Le feu commençait maintenant à s'éteindre, rendant le bosquet autour d'eux de plus en plus sombre à chaque minute. Perkins continua néanmoins son histoire. Corrill a construit une maison ici. Nous ne savons pas exactement pourquoi il a choisi ce bosquet, peut-être parce qu'il sentait que les murs entre notre monde et l'autre étaient particulièrement minces ici. Comme si quelque chose pouvait se glisser à travers si on l'y incitait suffisamment, dit Perkins en choisissant ces mots. Il a conclu un pacte avec le diable pour vivre éternellement et ce dernier a accepté. Mais à la manière du diable, il a modifié les termes. La maison de Corrill a brûlé et ce qu'il en reste est condamné à hanter le bosquet pour l'éternité. On dit que lors des nuits sombres et froides comme celle-ci, on peut parfois encore sentir la chaleur piquante de sa maison en flammes sur sa peau. Une autre brise froide souffla au moment même où Perkins termina son histoire. Mais cette brise emporta l'une des dernières braises incandescentes du feu jusqu'à un arbre voisin. Une invitation à quelque chose d'ancien, de cruel et de furieux.
Avant que les amis de Perkins ne posent une autre question, ils ressentirent une chaleur intense et une lumière aveuglante venant de la clairière voisine. Ils se retournèrent tous en même temps pour voir une immense silhouette, non pas marcher, mais courir hors de l'obscurité terrifiante de la forêt. Ricky était le plus près du feu de camp. Sa peau brûlait et pelait alors que la silhouette approchait. La dernière pensée cohérente qui traversa son esprit fut « Est-ce un squelette ?» Et il avait raison. La créature qui était apparue dans un éclair de lumière brûlante était un squelette humain gigantesque et ambulant, entouré d'un feu blanc pur. Il attrapa Ricky par le cou et serra, ses mains brûlantes si chaudes qu'elles traversèrent la chair et se retrouvèrent bientôt agrippées à la colonne vertébrale de Ricky, tout son corps étant consumé par les flammes, fondant comme une bougie. Alors que le squelette en flammes jetait de côté le cadavre carbonisé de Ricky, Don, pris de panique, essayait désespérément de dévisser le bouchon de sa gourde, pensant qu'il pourrait peut-être jeter de l'eau sur ce monstre impossible pour le faire fuir. Peut-être que ça marcherait, qui sait? Mais il n'était pas très rapide. Avec Ricky mort, le squelette en flammes sembla se focaliser sur la cible la plus proche et se jeta sur Don, l'attirant dans une étreinte enflammée. Harry accourut et tenta de tirer son ami en arrière, même si cela mit aussi le feu à son propre corps. La poigne du squelette resta ferme tandis que Don et Harry hurlaient, fondaient et se carbonisaient par sa seule présence. Perkins n'arrivait pas à croire à l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. Ses trois amis les plus proches au monde étaient maintenant morts. Il était le suivant. Il savait qu'il ne pourrait pas lutter contre cette chose. Il devait partir avant que ce démon incendiaire ne l'attrape. Il fit demi-tour et s'enfuit du bosquet, poussé par l'adrénaline à une vitesse inimaginable. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne sente la chaleur dans son dos. Un seul regard par-dessus son épaule confirma ses pires craintes. Le squelette était déjà juste derrière lui, les bras tendus, les doigts enflammés s'enroulant autour de ses épaules. Il plaqua Perkins au sol. Ce fut une maigre consolation qu'il n'ait pas vu ce qui est arrivé au reste de son corps. Après tout, ses yeux ont fondu en premier. Il est difficile de quantifier le nombre impressionnant de films d'horreur qui rendent le campeur moyen un peu réticent à s'aventurer dans la nature. Mais alors que la plupart des gens craignent les hommes armés de machettes et de masques de hockey ou les loups-garous aux griffes ensanglantées, ils passent à côté de la menace surnaturelle qui a bien plus de chances de les tuer. SCP-060 nom de code, le squelette occulte infernal, une anomalie aussi déconcertante que mortelle. Au début des années 1900, des rapports préoccupants d'incendies criminels ont émergé dans le nord-est rural du Minnesota. La disparition de 2 policiers envoyés pour enquêter a poussé la fondation SCP à se rendre dans un bosquet de 17 chênes blancs et sur les restes d'une maison apparemment réduite en cendres. Bien sûr, après avoir parlé aux habitants du village le plus proche, les agents avaient une petite idée de ce à quoi s'attendre ici, en pleine nature. Enfin, à part le squelette en flammes meurtrier lui-même. Un témoin clé dans cette affaire était Christopher Corrill, dont le frère, Jonathan, habitait la maison qui gisait maintenant en un tas fumant non loin des arbres. Jonathan avait toujours été considéré comme un excentrique du coin, exprimant des croyances irréligieuses et souvent carrément nihilistes. Il ne s'entendait pas avec les autres habitants et avait parfois été accusé de vol et d'agression par ceux qu'il appelait ses voisins paranoïaques. Finalement, l'inimitié avec la ville a poussé Jonathan à s'isoler dans une maison en pleine nature pour vivre la solitude qu'il désirait. Christopher n'était pas vraiment proche de son étrange frère, mais ils étaient tout de même de la même famille, et cela suffisait à justifier qu'ils restent en contact. Au début, son frère semblait content d'être loin de tout, mais Christopher remarquait malgré lui un changement au fil du temps. Jonathan s'était pris de passion pour l'occultisme victorien, partant dans de longues tirades sur les livres rares qu'il avait achetés sur un marché et sur sa correspondance postale avec de nouveaux amis du milieu outre-Atlantique. Christopher savait que son frère était un original inoffensif, mais il ne s'était jamais intéressé à ce genre de choses. À chaque appel où Jonathan évoquait son nouveau projet, il devenait de plus en plus inquiet. Mais Jonathan n'avait jamais paru aussi heureux. Après un appel au cours duquel son frère semblait tout simplement absent, Christopher demanda à un ami de la police municipale de lui rendre ce service en allant vérifier qu'il allait bien. C'est lorsque cet officier a disparu que la Fondation a commencé à s'inquiéter. Et c'est lorsqu'un des agents de la Fondation a laissé tomber négligemment un mégot de cigarette un peu trop près de l'un des arbres que la véritable nature de l'anomalie s'est révélée.
Alors que toute la zone et les phénomènes qui y sont associés sont désignés sous le nom de SCP-060, le squelette extrêmement dangereux et hostile est appelé SCP-060-Alpha ou simplement Alpha. Alpha mesure plus de 2,10 m, la flamme blanche qui l'entoure peut brûler à 1500 degrés Celsius et sa vitesse maximale a été mesurée à plus de 80 km/h. Le squelette se manifestera chaque fois que des flammes entreront en contact avec l'un de ces arbres apparemment sacrés, puis il tentera d'incendier tout ce qui se trouve à proximité, à l'exception des arbres eux-mêmes. La Fondation a appris à ses dépens que cela inclut bel et bien les êtres humains qu'Alpha tentera de saisir ou d'étrangler, les brûlant presque instantanément à mort ce faisant. Tout ce qu'Alpha brûle, qu'il s'agisse d'objets ou de personnes, donnera naissance à un nouveau jeune plant de chêne blanc qui commencera à pousser dans les cendres et qui devra être arraché manuellement. Apparemment, Alpha est un être intelligent et cherche à étendre sa propre zone d'influence en augmentant le nombre d'arbres capables de l'invoquer s'ils sont mis en contact avec une flamme. Heureusement, il en va de même pour Alpha. Le feu qui brûle 2 fois plus fort ne dure aussi que la moitié du temps. S'il est mis en contact avec suffisamment de matériaux ignifuges ou environ 500 litres d'eau projetés par un tuyau à haute pression, il semble qu'il épuise ses propres réserves de combustible et se réduise en poussière. Hélas, ce n'est pas permanent. Cela désincarne simplement l'entité jusqu'à sa prochaine invocation. Que cette entité soit une sorte d'extension de la conscience de Jonathan Corhill ou quelque chose libéré par ses pratiques occultes qui ont mis fin à sa vie, restera probablement à jamais une question ouverte. Les procédures de confinement de la Fondation pour dissimuler cette entité dangereuse ne sont absolument pas une question ouverte. Le bosquet a été confiné dans ce qui est désormais désigné comme le site satellite 66060 UNSER spécialement conçu qui garde le SCP-060 à l'intérieur et empêche toute source potentielle d'incendie d'y pénétrer. Le personnel ne peut ni fumer ni apporter briquets, allumettes, tasers ou tout objet risquant de provoquer un incendie. Mais comme l'ours Smokey nous l'a souvent rappelé, seuls nous pouvons empêcher les feux de forêt. Dans un monde ravagé par le changement climatique, nous devons adopter une approche plus active pour rendre le bosquet moins vulnérable aux incendies. Les arbres sont arrosés 2 fois par jour et toute matière morte est retirée et éliminée pour éviter la formation d'un combustible très inflammable. Au centre du site de confinement, la chambre de confinement 060 Alpha 001 entoure les arbres, construite en béton avec un revêtement d'amiante de 0,2 m d'épaisseur et équipée d'une série de cheminées pour permettre la ventilation de la chaleur pendant le confinement. Les murs sont équipés de 24 projecteurs de dioxyde de carbone répartis uniformément à des angles de 45 degrés le long des parois. Si une température dépasse 200 degrés, tous les systèmes de suppression d'incendie seront activés. Quiconque reste piégé à l'intérieur sans être brûlé risque la noyade ou l'asphyxie, mais la Fondation doit malheureusement prendre ce risque pour le bien du monde. Si l'incendie s'aggrave, il faudra repenser complètement les efforts de confinement. Cette anomalie rappelle que l'isolement peut être dangereux. Avec les pressions de la vie moderne et les aspects terribles de l'humanité auxquels nous sommes souvent exposés à cause du cauchemar panoptique des réseaux sociaux, l'idée de tout laisser derrière soi pour la solitude apaisante des bois peut sembler une perspective attrayante. Mais la haine qui vous pousse à fuir l'humanité peut parfois brûler comme un feu intérieur. Sans l'amour et le soutien de vos semblables, ce feu peut devenir incontrôlable. Et la prochaine fois que quelqu'un vous verra, il se pourrait bien que le feu soit la seule chose qui reste. Vous voulez soutenir ma mission ici sur la chaîne YouTube du Dr Bob? La meilleure façon de le faire, tout en obtenant plein de récompenses amusantes, c'est de devenir chercheur junior sur le Patreon du Dr Bob. C'est la meilleure façon de garantir que je puisse continuer à faire ce que je fais de mieux. En parlant de ce que je fais de mieux, pourquoi ne pas poursuivre mon exploration des horreurs humanoïdes avec le SCP-783? Il y avait un homme tordu,